Tayeb, bonsoir. Vous êtes directeur de l'Institut médical du sommeil. Vous exercez au Centre du sommeil et de la vigilance de l'Hôtel-Dieu de Paris. Merci de participer à cette émission en cette journée internationale du sommeil. Oui, il y a une journée du sommeil. Alors, 6h58 par nuit, on dort. Mais surtout, il y a un Français sur 3, 37% exactement, qui se dit insatisfait de la qualité de son sommeil. C'est vrai que tous les matins, je connais beaucoup de gens qui disent « j'ai mal dormi, je n'ai pas fermé l'œil de la nuit ». Vous, votre regard de médecin sur cette phrase qu'on entend très souvent? C'est une phrase qu'on entend effectivement très souvent. La question, c'est quoi un bon dormeur? Un bon dormeur, c'est un dormeur qui va se réveiller le matin avec la sensation d'avoir eu un sommeil qui est réparateur. Réparateur sur le plan physique, je me sens prêt à affronter la journée, et puis également réparateur sur le plan psychique. La journée, on a plein d'émotions, de la joie, de la nervosité, de la colère. Et donc, il faut diluer les émotions et affronter une nouvelle journée avec un réceptacle nouveau. Donc, question de qualité. Donc, c'est se lever, en gros, de bonne humeur, quoi, et en pleine forme. Se lever de bonne humeur, avoir l'impression d'avoir réparé son corps. Alors, il y a souvent la question de la qualité, donc des gens qui vont dormir de manière allongée, et puis des personnes qui vont avoir un problème de quantité de sommeil, qui vont se réveiller la nuit, qui vont avoir des difficultés à se rendormir. C'est l'insomnie, et c'est vrai que depuis le Covid, les chiffres ont explosé. Pourquoi il y a des... Alors c'est vrai que de temps en temps, boum, on se réveille au milieu de la nuit, impossible de se rendormir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'en plus, c'est stressant, on se dit, je vais être crevé demain. Axel, il ne faut surtout pas rester dans son lit à faire la crêpe, à se dire je dois dormir. Il faut sortir du lit, casser ce cercle vicieux de l'insomnie. Aller dans une autre pièce, faire une activité calme. Il ne faut pas regarder son ordinateur, pas son portable aussi. Et puis revenir dans son lit. Donc on va lire ou on va regarder un bout de télévision? Faire une activité relaxante. Pas un replay de C'est en l'air, mais une activité relaxante. Et puis revenir dans son lit. Si vraiment ça se chronicise, que ça impacte votre qualité de vie professionnelle, vous êtes irritable, votre relation de couple, eh bien dans ces cas-là, il vaut mieux consulter un médecin du sommeil qui pourra vous proposer des thérapies scientifiques, notamment la thérapie cognitivo-comportementale qui est aujourd'hui le traitement de référence de l'insomnie. Alors avant cela, est-ce qu'il y a des astuces pour bien dormir la nuit? Alors je sais pas, le soir. C'est vrai que de plus en plus on regarde maintenant la télévision ou les séries. Et de temps en temps on lutte pour aller jusqu'à la fin de l'épisode. Moi ça m'arrive très souvent. Vous savez Axel, avant au 19e siècle on dormait 8h30. On est aujourd'hui à 6h50 de sommeil. On a perdu 1h30 de sommeil en 30 ans. On dort 7 heures par nuit, 6h58 exactement. C'est un phénomène qui ne fait que s'aggraver finalement, et ça depuis la révolution industrielle. On dort de moins en moins. Nos ancêtres à l'époque travaillaient à la lumière du jour et la nuit c'était sacralisé. On se reposait. Aujourd'hui, les écrans, la lumière, finalement, s'est invitée dans nos rues. Donc, on prolonge les journées, on se lève de plus en plus tôt, on se couche de plus en plus tard. Les temps de transport ont considérablement augmenté. Et donc, aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où le temps de sommeil est grignoté. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est un monde où le sommeil est malmené. 7 heures par nuit, c'est pas assez, parce que les Français dorment 7 heures par nuit en moyenne. Ça dépend de vos besoins. En fait, on est tous inégaux face au sommeil. Vous avez 10% de la population qui vont avoir besoin de moins de 6 heures de sommeil. C'est les courts dormeurs. Les courts dormeurs. Courts dormeurs. Vous avez un record mondial, je crois, en Australie, où c'est 3h35. 3h35 suffisent, le patient est en pleine forme. C'est un argument de compétitivité important. Ouais. 10% de non-dormeurs qui vont avoir besoin de 9 à 10 heures de sommeil, et on peut comprendre aujourd'hui que ça peut être assez difficile pour eux, mais globalement, pour 80% de la population, on va être entre 7 et 8 heures de sommeil. Donc on est tous différents face à ces besoins de sommeil. Il faut connaître d'abord ses besoins, puis les couvrir. Alors, plutôt que de perdre 1 heure dans son lit à s'endormir, quelles sont les astuces? Je vous en livre plusieurs. Est-ce qu'il y a des astuces en termes d'alimentation? Je suis sûr que vous allez me dire que non, mais l'alcool, ça donne envie de dormir. Bon, l'alcool, c'est un faux ami du sommeil, malheureusement, parce qu'effectivement, ça endort. Mais le problème, c'est que dans l'alcool, il y a de l'éthanol, et la digestion de l'éthanol est assez compliquée. Ça va fragmenter le sommeil, ça va parfois déclencher la gueule de bois le matin. C'est vrai que la qualité de l'éveil, du réveil est importante puisqu'elle va conditionner finalement la forme qu'on va avoir toute la journée. Donc l'alcool est un faux ami. Maintenant, sur l'alimentation, c'est vrai, Axel, que c'est un outil important. Parce que la faim vous tiraille et vous sort du lit. Il y a une idée reçue sur l'alimentation. J'entends beaucoup de mes patients qui me disent « Docteur, je mange très léger le soir, une petite salade ». Mais le problème, c'est que le sommeil, ça consomme beaucoup d'énergie. Vous avez le sommeil des rêves, qui est le sommeil paradoxal. Consomme 5 grammes de glucose par heure. Si vous ne mangez pas suffisamment, vous allez avoir une fringale hypoglycémique à 2-3 heures du matin. Ça peut être embêtant. Après, vous avez des patients qui vont manger trop lourd, manger des graisses. Le problème, c'est que si vous mangez trop lourd ou à proximité du coucher, vous allez augmenter votre température corporelle. Or, on sait que pour s'endormir, on a besoin d'abaisser sa température d'1 degré, 1,5 degré. Donc, on dîne normalement, c'est ce que vous nous dites. On dîne équilibré, un repas équilibré avec des féculents, des légumes et puis un peu de traces de protéines. Et pour dormir, il faut baisser la température du corps, donc on dort dans une pièce fraîche.
C'est ce que vous Une avez pièce dit. avec une température aux alentours de 18-19 degrés. Vous savez, en été, souvent en période caniculaire, il y a beaucoup de problématiques de sommeil parce qu'il fait trop chaud. Et finalement, ça peut entraîner des complications d'endormissement. Avant d'aller consulter chez un docteur du sommeil, il y a 24% des Français qui disent prendre des médicaments, des somnifères, des anxiolytiques, de l'homéopathie et de la tisane. Dans cette pharmacie, là, vous recommandez quoi? Bon, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de médicaments qui sont en vente libre, avec parfois des effets secondaires. Ce qu'il faut, c'est d'abord comprendre pourquoi l'insomnie s'est installée. Il y a des médicaments, notamment la valériane, qui peut être intéressant sur des insomnies légères. Le tout, c'est de prendre ces médicaments sur une très courte durée. Les somnifères au long cours n'ont jamais été la solution. Le problème, c'est que vous mettez finalement le problème sous le tapis. Il faut véritablement traiter l'insomnie. Il y a des produits qui sont intéressants. Après, si vous avez installé un rituel en prenant un petit verre de lait chaud, par exemple, ou une petite tisane le soir, parce que ça vous rassure, parce que ça vous met en condition, eh bien, ça peut être intéressant. Voilà. Est-ce que vous avez, vous, une astuce? Souvent, le soir, on a des pensées négatives qui reviennent. Il y a de l'anxiété, de l'angoisse par rapport à des problèmes qui pourraient vous tomber dessus. Je ne sais pas pourquoi on les ressasse souvent la nuit. Est-ce que vous avez une astuce pour chasser ces pensées négatives? Alors, il y a plein de techniques aujourd'hui qui émergent. Vous avez la sophrologie qui est assez intéressante, des techniques de relaxation par la respiration. Vous avez la cohérence cardiaque qui peut être intéressant. Si vraiment ça se chronicise et que ça devient très impactant, que ça vous entraîne un manque de sommeil chronique, il vaut mieux consulter un médecin qui pourra vraiment vous apporter des solutions. Le profil de ceux qui vous consultent, on dit qu'avec l'âge, on dort de moins en moins bien. D'ailleurs, est-ce que vous le constatez? Oui, alors moi ce que je constate, c'est que la patientèle est vraiment large, vous avez vraiment tous les âges. Effectivement, avec la vieillesse, vous avez une sécrétion de mélatonine un peu moins importante, vous avez un sommeil un peu plus léger, un peu moins profond, mais vous avez aussi, et ça c'est assez nouveau, une population de plus en plus jeune qui nous consulte, qui est soumise peut-être probablement à de l'anxiété, aux écrans, et finalement la population est large. Est-ce que c'est grave d'être fatigué, de ne pas dormir? Est-ce qu'on peut développer une maladie parce qu'on ne dort pas? Non. On dort peu. Il y a de nombreuses études scientifiques qui ont été publiées ces dernières années, qui ont montré qu'il y avait un lien fort entre manque de sommeil, privation chronique de sommeil et l'émergence de pathologies cardio-métaboliques. Augmentation du diabète de type 2 de plus de 28%, augmentation d'hypertension artérielle, augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral, mais surtout aussi augmentation des pathologies anxio-dépressives. Donc finalement, c'est aussi un enjeu de santé publique. S'occuper de son sommeil, c'est finalement s'occuper de sa santé. Ouais. On est irascible, c'est vrai. Donc tout ça, on imagine que c'est pas bon pour la santé. Alors, la sieste, combien de temps et combien de fois par jour et à quelle heure? On n'a pas de culture de sieste en France. On n'est pas en Chine ou au Japon où c'est vraiment une institution. Oui. La sieste, ça peut être un allié, mais il faut la faire au bon moment, de bonne durée et puis dans les bonnes conditions. Alors, il y a plusieurs types de siestes. Soit vous avez la petite sieste de 5 minutes, mais c'est une micro-sieste, il faut pouvoir la faire. Ah oui. Quelques donc là, on a l'impression qu'on ne s'endort pas, mais en fait, on s'endort vraiment. Je me suis endormi tout à l'heure. C'est pas vrai. Non, je plaisante. Non. Donc, soit 5 minutes, c'est la micro-sieste. La sieste la plus intéressante, c'est la sieste que vous allez faire au niveau du creux postprandial. Vous savez qu'il y a une baisse physiologique du corps, de l'organisme, entre 13 et 15 heures. Vous savez, après le repas, à ce moment-là, une petite sieste de 20-30 minutes peut être très intéressant. Attention, ne dépassez pas 45 minutes. Parce que si vous dépassez 45 minutes, vous risquez de vous réveiller en sommeil profond et on a ce qu'on appelle l'inertie du sommeil. Attends, je vais vous poser la question inverse. Comment éviter la terrible envie de dormir quand on est sur l'autoroute, qu'on fait 3 heures et il est 14h30, tiens. Eh ben, on lutte. Ce qui est certain, c'est que ce n'est pas une prise de 3 cafés qui vont régler la solution. C'est non pas de s'asperger d'eau, c'est vraiment déjà de s'arrêter parce que la somnolence au volant, c'est plus d'un tiers des accidents de la route. Et puis donc de s'arrêter, de faire une petite sieste de 30 minutes. Et puis, si les conditions le permettent, de reprendre la route. Donc on se met sur un arrêt, enfin une aire. Ne pas s'endormir au volant. 10% des Français souffrent de l'apnée du sommeil. 1, comment on s'en rend compte? Et 2, est-ce que c'est grave? C'est souvent le partenaire qui s'en rend compte avec les ronflements. On partage son lit, mais on partage aussi ses troubles de sommeil. Tout le monde ronfle un peu. Pas tout le monde. Après, c'est une sensation de sommeil non réparateur. J'ai dormi toute la nuit, je suis toujours fatigué, je ronfle, je fais des pauses respiratoires. C'est malheureusement une maladie qui se développe de plus en plus du fait du vieillissement de la population et de l'obésité, parce que dans 70% des cas, c'est le surpoids qui va être à l'origine de l'apnée du sommeil. Sauf que alors, il faut se mettre un masque, là, c'est épouvantable, ça. Pas toujours. Parfois, une perte de poids de quelques kilos permet d'éviter le masque. Eh ben voilà, merci beaucoup pour tous ces bons conseils, docteur Jonathan Tayeb, donc au centre du sommeil de l'Hôtel-Dieu de Paris. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air qui revient sur l'intervention d'Emmanuel Macron hier soir sur France 2 et TF1 et sa visite aujourd'hui à Berlin sur la question de l'Ukraine, bien sûr. C'est dans l'air qui est intitulé Macron isolé face à Poutine.